ça emmène dans une spirale. Moins tu me réponds, plus je vais t'envahir, plus je t'envahis, moins tu réponds, et on est foutu. C'est ça. On l'a tous vécu ça, non? Je sais pas. Moi, je l'ai beaucoup vécu. Personnellement, vécu, je l'ai beaucoup, en vérité, beaucoup je l'ai vécu. vécu en mode c'est moi qui courais, quoi. Ouais, moi aussi. Let's go. Let's go. C'est parti. Toi, t'es quelqu'un d'affectivement chaud ou froid? Moi, je suis plutôt très chaud pour pas dire brûlant. Ah, t'es caliente. Ah, je suis très brûlant. Et toi, Mirana? Moi, je suis un frigo. Frigo? Ouais. Frigo congélateur ou Ouais, je crois que frigo. frigo? Ouais, ouais. Ok. Donc, quand le frigo rencontre la bouilloire. La théière. C'est ça. Ok. C'est facile. Bon. L'appareil à raclette. Mais du coup, on va parler de quoi alors? Eh bien, on va parler des célibataires caliente et des célibataires réfrigérés, tu vois. D'accord. Donc voilà, non, c'est vrai, il y a, je trouve, deux profils, deux grosses tendances. C'est les célibataires caliente, bien chauds, qui ont besoin d'intensité affective, et ceux qui ne sont pas dans ce mood-là, qui ont plutôt besoin d'espace, de pas trop d'intensité. Donc finalement, on va parler de fonctionnement amoureux, c'est ça, de pattern, de comportement, de fonctionnement amoureux. On va dresser peut-être des profils différents, dont peut-être deux qui vont se dessiner. On va peut-être développer, voir du coup comment ils vont vivre la relation, mais du coup quelles problématiques ils vont rencontrer aussi dans ces relations. Ça va être quoi les écueils et qu'est-ce que finalement ils vont vivre en vivant les choses de cette manière-là. Voir aussi c'est quoi leur piste de travail, d'évolution, sur quoi il va falloir qu'ils travaillent pour... voilà, celui qui est chaud, il faut qu'il se tempère un petit peu, puis celui qui est froid, il faut qu'il se réchauffe. Voilà. Et peut-être voir aussi, quand le chaud rencontre le froid, comment on pourrait faire ensemble. Parce que le froid, il va être glacial pour le chaud, et le chaud, il va être brûlant pour le froid. Alors comment on va faire dans tout ça? On va essayer d'y répondre aujourd'hui. On va essayer de mieux comprendre ce qui se joue dans les fonctionnements de chacun, en prenant un sujet absolument fascinant qui est ce chaud, ce froid qui peut s'attirer. C'est pas tout le temps deux caliente qui se mettent ensemble, c'est pas tout le temps deux réfrigérés qui se mettent ensemble, c'est souvent les opposés qui s'attirent. Et pourquoi cette dynamique à un endroit fonctionne, à un endroit ne fonctionne pas. Et voilà, qu'est-ce qui se joue pour chacun? Celui qui a besoin de beaucoup d'affect, beaucoup de présence, celui qui a besoin de beaucoup de solitude, on va dire comme ça, et de moins d'intensité, de plus de liberté d'espace. Voilà, donc je trouve fascinant cette histoire que un célibataire dépendant affectif va s'amouracher de quelqu'un de plutôt anorexique, et il va lui courir après pour le mordre. Et l'autre va tout faire pour échapper à cette morsure, tout en se rendant compte que dans cette morsure il y a un peu de chaleur, lui qui est tout froid. Voilà. Bon. Donc tu me disais en off aussi que toi, ta volonté, c'était pas de redire ce qu'on pourrait entendre partout, mais quand même, on va beaucoup se baser sur les blessures, les styles d'attachement. Ça va être quand même la grille de lecture, qui est vraiment un pan de la psychologie, qui est aujourd'hui un pilier de notre approche, de notre programme Alliance, vraiment, qui nous a beaucoup aidé dans notre parcours à nous-mêmes, et on le voit même encore aujourd'hui en tant que couple, à quel point finalement ça travaille beaucoup, beaucoup sur cet aspect-là, qui sont les blessures et les styles d'attachement de chacun, et on va dire, les mécanismes de défense à l'endroit où on est blessé, où il y a une fermeture. Donc voilà, c'est tout ce qui va sous-tendre dans tout le discours qu'on va dire. Voilà, Miranda, elle veut pas qu'on psychologise trop dans le sens où parler de trop ces concepts, parce que voilà. C'est déjà en ligne en fait. Voilà, c'est déjà là. Moi, peut-être que j'aime bien des fois mettre du concept aussi, parce que après c'est mon côté masculin aussi dans ma façon de voir, mais ça peut être bien de le dire simplement, mais sachez quand même que ça se base sur des concepts très aboutis, très pensés. Ceci étant dit en introduction, par quoi on commence, Mirana? Comment tu veux qu'on aborde le sujet Mon désir, c'est de parler de cette attraction magnétique qu'il y a entre le chaud et le froid. D'accord. Pourquoi? En fait, parce que tout simplement, on va être attiré par quelqu'un qui va nous permettre de travailler nos blessures. Donc, est-ce que ça pourrait dire, tu sais, on dit des fois c'est les opposés qui s'attirent, ça C'est peut ça, être ça? c'est ça. Ok, les opposés s'attirent, ok.
Non, oui, c'est ça. C'est le fait, tout simplement psychologiquement, qu'en allant vers ce type de personne, je vais être renvoyée dans le contexte que je connais, mon ambiance affective d'enfance, et bizarrement, je vais me raconter que je vais résoudre mon histoire. Donc à la fois, j'ai besoin de ce que je connais, mais pour le résoudre. Donc ça va faire que je ne vais pas être si bien que ça dans la relation. Je vais y aller d'une part parce qu'elle est un peu confortable pour moi, parce que c'est ce que je connais comme ambiance affective, mais je vais y aller aussi d'autre part pour la résoudre, pour enfin obtenir ce que je n'ai pas obtenu dans l'enfance. Et c'est ça cet effet magnétique, et il se joue à la fois pour le dépendant que pour l'anorexique affectif. Il y a celui qui est plus en demande, qui va demander à l'autre plus de présence pour enfin obtenir ce qu'il n'a pas obtenu dans l'enfance. Et il y a celui qui est en mode anorexie affective, qui a plutôt peur d'être intrusé, qui a plutôt peur qu'on lui demande quelque chose, parce que dans l'enfance, peut-être qu'on lui aura trop demandé. Voilà. Même si, pour tout vous dire, je pense que ces tempéraments, dans le fond, ils font partie de notre tempérament biologique. Je ne pense pas que ce soit que le contexte familial qui nous rende chaud-froid. Je pense qu'il y a des profils, on le voit dans les grilles de lecture, plus en retrait, plus en observation, et des profils beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans les relations. Ouais, en tout cas, ce que tu dis là, et moi, ce que ça m'évoque, c'est que on va être attiré par une personne parce qu'on perçoit consciemment. Si moi, je suis plutôt froid et je vois une personne très chaleureuse, très dans l'émotionnel, très dans la proximité, très dans le partage, l'authenticité, tout ça, en fait, ça va me plaire. Parce que moi, ça, je l'ai pas, et donc forcément, ça me plaît. Et là, c'est le côté conscient qui voit ça. Et en même temps, il y a toute une part inconsciente qui me pousse à aller vers cette personne, parce qu'en fait, c'est comme si je pressens inconsciemment que cette personne, elle va pouvoir m'aider à m'apporter ce que moi j'ai pas et ce que je dois travailler. Et en même temps, on verra que c'est ce qui peut aussi amener que quand on est en couple, à un moment donné, c'est ce qui va nous éloigner, ce truc-là. Donc en fait, ce qui nous attire chez l'autre au départ, c'est ce qui va ensuite nous éloigner, c'est ce qu'on va lui reprocher, c'est ce qui va nous insécuriser. Voilà, et c'est tout le paradoxe dans déjà de la psychologie, de manière générale, qui est toujours faite de paradoxes, mais vraiment dans la relation amoureuse, c'est vraiment ça. Il y a vraiment le conscient et l'inconscient, mais on est finalement beaucoup plus drivé par l'inconscient que par le conscient. Donc si vous croyez que c'est vous qui maîtrisez tout, c'est à la fois tout le cocktail hormonal que vous avez en début de relation, donc en fait c'est votre chimie, c'est votre biologie, et ensuite c'est votre inconscient. Donc vous voyez, on croit que en fait on agit par la volonté, je suis hyper conscient. Non, en fait, il faut rester humble par rapport à ça. Donc celui en fait qui a beaucoup de besoins relationnels, c'est quelqu'un qui a été carencé affectivement dans son enfance. Donc il va demander l'attention, la reconnaissance, la disponibilité affective, la chaleur émotionnelle que les parents n'ont pas donné. Voilà, parce qu'il a trouvé parce que les parents étaient indisponibles, absents émotionnellement, je parle. Ils pouvaient être là, mais émotionnellement pas là. Et ce genre de profil, donc qu'on va appeler dépendant, ils ont une hypersensibilité à l'absence. À partir du moment où la relation s'éteint un peu, ils ont besoin de recevoir encore de l'attention, encore de la reconnaissance, encore de la disponibilité, encore de la chaleur affective. Le moindre signe juste d'éteinte ou d'éloignement, pour eux, c'est revivre la carence affective de leur enfance sans l'avoir résolue, et ils cherchent à la résoudre. Notre cerveau est une machine à résoudre nos problématiques. Donc ça, c'est ça qui fait qu'on va prendre une personne, c'est de se dire, bah voilà, avec toi, je vais te convaincre de résoudre ma problématique et de me donner enfin l'amour que mes parents ne m'ont pas donné. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par un envahissement. C'est-à-dire que je vais demander à l'autre de me réassurer, de prendre le rôle du parent. Alors que je suis un adulte dans la relation, je vais lui demander de prendre le rôle du parent et je vais être en enfant face à mon chéri en fait. Alors qu'à ce moment-là, je suis dans une relation d'adulte à adulte. Et là, ça complique les choses. Je vais lui demander de la présence, des preuves d'amour, de la disponibilité, de la reconnaissance. Tout ce que je n'ai pas reçu dans mon enfance. De l'autre côté, si on reste dans cette attraction magnétique, la personne, elle, qu'on va qu'on va nommer anorexique affective, qui a beaucoup moins besoin de cet affect, elle a des blessures miroirs, enfin elle a des blessures inverses. Bon, on va dire comme ça, elle a des blessures inverses. On pourrait dire qu'elle est contre-dépendante, qu'elle est évitante si on prend les styles d'attachement. Elle a vécu des blessures, bien sûr,
mais différente à leur opposé. C'est-à-dire qu'elle, elle a vécu une surprotection, un envahissement de son espace, une intrusion, elle a manqué de liberté. Elle a peut-être aussi vécu dans un climat de violence ou de toxicité qui fait que montrer ses émotions, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est se montrer vulnérable. Donc cette personne, elle va se terrer, avoir tendance à être bien toute seule pour éviter de montrer ses émotions, pour éviter aussi de se sentir intrusée, surprotégée ou de devoir prendre en compte les besoins de l'autre et les attentes de l'autre. Ouais, donc on pourrait dire comme ça, on va faire des grands raccourcis, mais comme ça simplifie les choses. Le profil du dépendant affectif, donc celui qui est plutôt le célibataire chaud, qui a besoin d'intensité, qui recherche la fusion, la proximité, qui effectivement a une espèce d'ultra-vigilance sur la peur du rejet ou d'être abandonné. C'est-à-dire que dès que le lien, il y a un peu d'éloignement, ça insécurise en fait l'anxieux, qui recherche toujours de l'émotionnel, de l'intensité, et qui a toujours besoin de l'autre et du lien à l'autre pour se sentir existé, pour se sentir reconnu, pour se sentir aimé. Encore une fois, dans tout ça, on va pouvoir vraiment osciller, c'est-à-dire qu'il y en a pour qui c'est exacerbé, pour d'autres moins, pour d'autres ça va être contextuel, ça va être selon le contexte. Mais donc voilà, après faut nuancer tout ce qu'on dit, mais en tout cas voilà, ça donne un profil. Et là on est vraiment dans le style d'attachement dit anxieux. Voilà, ce sont des enfants qui se sont construits avec un style d'attachement insécure, ça veut dire qu'ils sont insécurisés quand ils sont en relation, et l'adulte qui sont devenus est aussi insécurisé. Leur système d'attachement, leur système affectif, dans le lien de dépendance à l'autre, va les insécuriser. Voilà. Et donc, ils auront mis en place une stratégie. Dès qu'ils ressentent de l'insécurité, ils ont une façon d'essayer de résoudre ce qu'ils vont percevoir comme étant dangereux pour eux. Dangereux, c'est au sens, si je suis abandonné, j'existe plus. Si je suis rejeté, j'existe plus. Je vais mourir. Je peux plus continuer à vivre si l'autre ne m'aime pas. Et du coup, je vais m'activer dans mon système. Et le style, plutôt l'anorexie affective, c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup coupé de ses émotions, qui n'arrive pas beaucoup à descendre dans ses émotions profondes, à les habiter, à les accueillir, à les écouter, qui est beaucoup coupé de ses besoins. Ce sont des personnes qui sont quand même très dans le mental, la mentalisation, la digitalisation, mettre du sens dans tout. Dans les deux cas, on retrouve de l'anxiété, dans l'un comme dans l'autre. Même si on parle de profil anxieux, l'évitant, il est tout aussi anxieux que le style d'attachement anxieux. Mais en tout cas, chez l'évitant, il y a aussi beaucoup d'anxiété parce qu'il est beaucoup dans la tête et dans les projections. Voilà. Et l'évitant aussi, il a quelque chose, c'est qu'une caractéristique, c'est qu'il cherche beaucoup à contrôler ses émotions, son monde intérieur. Voilà. Donc, il rentre dans les relations et c'est vrai qu'il est très... En fait, il veut tout contrôler, sauf que... Enfin, contrôler, pas forcément contrôler l'autre à l'extérieur, mais il veut contrôler en tout cas toutes ses émotions et son système par peur d'être débordé, perdu, envahi. Et voilà, donc c'est vraiment deux comportements, deux fonctionnements, de caractères qui sont quand même différents, mais à la fois qui peuvent être très complémentaires. Donc voilà, on va pas parler après du style désorganisé, parce que celui-là, il est un peu le mélange des deux. Et puis souvent, là, c'est des personnes qui sont quand même très blessées, avec des traumas complexes, des choses comme ça. On va peut-être pas là en parler, mais voilà, on va rester sur ces critères-là. Ouais, c'est vrai que celui qui est contre-dépendant, on va dire, hein, il a vraiment peur de perdre sa liberté, d'être envahi. Il met une distance, il contrôle ses émotions, il garde complètement un jardin secret. Hein. Il y a un endroit où on n'a pas accès. Et là, on peut se demander vraiment comment ça se fait qu'il s'attire. On comprend pour les blessures d'enfance, pour résoudre leur histoire, demander à l'autre de résoudre, la partie manquante de leur enfance. Et c'est vrai que c'est intéressant, du coup, sur l'aspect psychologique et croissance psychologique et guérison psychologique, psycho-affective. Mais il y a aussi qu'ils s'attirent parce qu'ils sont différents. Le dépendant affectif va être attiré par la stabilité du contre-dépendant, par son calme, par sa force, oui, c'est ça, en fait. Sa stabilité, Puis son côté indépendance, posé, son indépendance. autonomie, tout ça, je pense que ça va beaucoup lui plaire. Ouais. Il se dit, voilà, j'ai quelqu'un de solide en face qui ne change pas tout le temps, qui est posé et qui ne va pas me quitter. Et qui semble faire des choix assez posés, en fait, réfléchis. Et de l'autre côté, l'évitant, il est nourri par la chaleur émotionnelle, la chaleur affective
du dépendant par l'expressivité, par la vitalité émotionnelle. Au moment où je parle, je me dis, je suis complètement là-dedans, mais c'était la boutade du début. Ça m'a fait rire de jouer au radiateur, au frigo. Mais voilà, donc voilà, il est attiré par la vitalité du dépendant et se dit enfin quelqu'un qui va me faire sortir de ma bulle, qui réchauffe mon cœur, qui m'apporte de la vie, de la vitalité, de l'énergie. Il peut en manquer un petit peu au contre-dépendant. Mhm. Et ça va me reconnecter à mes émotions. Et quand même, les émotions, on se sent vivant aussi avec ça. Bien Hein, sûr. voilà. Et surtout quand elles sont positives, on va dire. Donc voilà, au début, c'est magique. Au début, c'est magnétique, Ouais. c'est électrique. Chacun trouve chez lui ce qui lui manque. Ouais. Ils se sentent ensemble beaucoup plus complets. C'est clair, hein, il y a de ça dans le couple, on se sent beaucoup plus complet parce que Ouais. l'autre, bah, il amène ce qu'on n'a pas, donc on se sent, c'est là qu'on dit image de Dieu, on se sent quand même plus complet. Mais très vite, la musique. Ça peut basculer, et j'allais même dire, tu dis très vite, mais j'avais même envie de dire que ça, c'est ce qui se passe quand ça matche bien au départ. Voilà. Mais parfois, ça peut aussi arriver que juste déjà dès le départ, ça matche pas bien. Pourquoi? L'évitant, il veut prendre du temps. Il veut prendre du temps, il a peur de s'engager. Donc il s'engage sans s'engager. Donc il est là, puis il réfléchit beaucoup, il projette beaucoup, puis il cherche à maîtriser les choses et tout ça. Voilà, l'évitant, c'est quand même quelqu'un qui généralement contrôle beaucoup sa vie, quoi. Il y a tout qui est bien cadré, on maîtrise tout. On se jette pas trop à cœur perdu comme ça dans des choses. Là où l'anxieux, c'est beaucoup plus désorganisé, mais pas au sens du style d'attachement désorganisé. C'est beaucoup plus... ça bouge beaucoup plus d'une certaine manière et ça peut bloquer dès le départ. Pourquoi? Parce que l'anxieux, dès le départ, il peut avoir envie de se jeter un peu, être foufou, se jeter un peu à cœur perdu, vouloir aller vite, vouloir de l'intensité. On saute un peu les étapes, on va tout de suite dans l'intensité, la fusion, l'affect et tout ça. Là où l'évitant, c'est du style non, non, pas trop vite, on prend du temps. Et des fois, même ça, déjà, dans la gestion de la temporalité, c'est-à-dire auquel rythme on avance ensemble, ben, des fois, ça peut dissonner. C'est-à-dire que l'évitant va dire, oh là, mais il avance trop vite, il m'a déjà embrassé, il me dit déjà qu'il m'aime, ou des choses comme ça, ou ouais, je sens que c'est un peu too much, quoi, c'est un peu trop. Et à la fois, l'anxieux il pourrait dire, ouais, bon, la personne en face, elle est un peu froide, quoi, elle est un peu distante. Elle vient au rendez-vous, on fait des dates, on fait des moments ensemble, mais il y a une espèce de froideur, il y a une distance qui est mise et j'arrive pas à ce que ça matche. Voilà, donc ça peut faire ça aussi au début, où on a du mal déjà à arriver à composer ensemble, parce qu'encore une fois, on a des fonctionnements qui sont tellement différents que va falloir un peu commencer dès le départ à s'accommoder déjà l'un à l'autre, parce que sinon ça va pas matcher. Non, mais c'est vrai que du coup, il y a cette électricité, mais qui vient aussi d'un jeu suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, hein, une danse-poursuite distance. Euh, et c'est vrai que plus le dépendant va se dire oh là là, il m'a pas répondu pendant une matinée, plus je vais l'appeler. Plus lui il va se dire oh, elle m'envahit ou il m'envahit, plus le contre-dépendant va se sentir envahi par le dépendant et il va encore plus se terrer, il va encore plus avoir besoin d'être dans son espace de contrôle, dans son espace calme, et là où on ne lui demande rien. Donc, ouais, c'est vrai que les tensions peuvent venir assez vite. Et voilà, et en fait, c'est vrai que c'est un cercle vicieux. Ça emmène dans une spirale. Moins tu me réponds, plus je vais t'envahir. Plus je t'envahis, moins tu réponds. Et on est foutu. C'est ça. On l'a tous vécu, ça, non? Je sais pas. Moi, je l'ai beaucoup vécu. Personnellement, je l'ai beaucoup, en vérité, beaucoup je l'ai vécu. vécu en mode c'est moi qui courais, quoi. Ouais, moi aussi. Ouais. J'ai vécu peut-être une fois où, à force de me dire j'arrête de courir, l'anorexie qui s'est réchauffée m'a rappelé. Non mais ça arrive, c'est vrai que ça arrive. Non, Je mais sais pas si ça t'est arrivé chérie, il lui fallait du temps pour décider. Si tu voulais aller trop vite, il fallait qu'il s'engage. Donc, il a pris le temps. 10 ans après, il a décidé. C'est bon, il a compris, il a discerné, il savait. Mais t'allais trop vite, il fallait qu'il décide en 2 ans, chérie. ça. Tellement ça. Il lui fallait 10 ans. C'est tellement ça, il est revenu 100 ans plus tard. J'étais là, ah ouais, la guerre est passée, tout est passé, je suis plus la même. Et c'est vraiment ça, c'est lui, c'était son heure. Moi, ça l'était plus. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, allez, j'arrête d'attendre, je fais ma life. Et là, d'un seul coup, il a débarqué. Quoi. Ça, c'est les évitants. Ça, combien de fois j'entends ça, des fois, dans les gens que j'accompagne, qui me disent, non, mais en fait, je pense que cette personne que j'ai connue quand j'avais 25 ans, en fait, ça aurait été la bonne, ça aurait pu marcher.
ouais, enfin, quand t'avais 25 ans qu'il fallait le faire, tu l'as pas fait, tu te dis maintenant, 20 ans après, que c'était la bonne personne et que finalement, oui, t'aurais dû t'engager et que t'aimerais bien t'engager aujourd'hui si tu devais le refaire, oui, mais sur le moment, t'étais pas prêt. Donc, Ah ouais, on en a eu comme ça, hein. Quand j'avais 20 ans, il y en a une, c'était quand j'avais 20 ans, j'ai pas épousé l'homme de ma vie. Il est revenu 20 ans plus tard, je l'ai pas épousé, hein, j'ai raté ma life à 60 ans. Tu te dis, waouh, non. Non, 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 il y a un moment donné, si tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. Là, va chercher les raisons inconscientes. C'est vrai, quand on n'y est pas allé, on n'y est pas allé, hein. C'est sans doute une souffrance qu'on n'a pas voulu embrasser. Mais oui, oui, tu as raison, en fait. Ça m'est arrivé plus d'une fois, hein, d'être en mode dépendance, de me dire, allez, contre-dépendance, je fais ma life, ok, j'accepte. Oui, c'est ça, et le contre-dépendance, celui qui était en mode anorexique, là, bah, revient dans l'espace de la relation. Et là, tu te dis, non mais mon gars, dès que je vais revenir en force dans la relation, tu vas repartir en courant. Donc en ah fait, ouais, bah, de toute façon. non, tout simplement non. Mais c'est vraiment ça, hein. Enfin, on se demande s'ils vont réussir à demeurer dans la relation sans que l'autre se dise, allez, c'est trop, l'autre se dise, c'est pas assez. Donc il y a vraiment un travail à faire. Bon, je pense qu'il y a des couples qui y arrivent, hein, mais c'est un travail. Ah, c'est un vrai travail, ça va prendre de toute façon des années, des années, des années. Moi, je crois vraiment que c'est un truc qu'il faut, qui va être d'ailleurs un peu central dans le couple et que quand régulièrement il va y avoir des gros conflits, des difficultés, des gros désaccords, on va se blesser, on va s'éloigner, on va pas se comprendre, ça va être souvent vraiment l'origine du problème parce qu'on va penser être le problème. Ça peut être même des fois le truc anecdotique, on pense que le problème c'est ça. En fait, non, c'est souvent beaucoup plus profond. Mais effectivement, ça va prendre vraiment des années. Et encore une fois, chacun est activé par ses mécanismes de défense qui sont liés à ses blessures, à son style d'attachement, la façon dont j'ai été aimé, dont je me suis senti accueilli, reconnu. Et forcément, tout ça, ben, pour que ça soit bien guéri, libéré, intégré, modifié, transformé, ça va prendre du temps, des années, des années. Et nous, on le voit aujourd'hui, on l'expérimente aujourd'hui en tant que couple. C'est vraiment un travail, ouais, c'est un vrai, vrai travail. À la fois, c'est beau, hein, parce que quand on le fait, ce travail, on arrive à atteindre des niveaux de lien, de profondeur, de compréhension mutuelle, de partage d'une telle profondeur, d'une telle vérité. Mais il faut descendre les différentes strates. Voilà, faut arriver à ralentir, faut arriver à se sécuriser, parce qu'il y a beaucoup ces sentiments de... En fait, faut que chacun soit sécure dans tout son système nerveux, dans tout son fonctionnement psycho-affectif, émotionnel, pour qu'on puisse vraiment comme ça se relier l'un et l'autre. Donc après c'est très fréquent, le fuis-moi je te suis-moi je te fuis, quelque chose qui est très fréquent, ça participe aussi un peu à la systémie du couple, qui va toujours un peu fonctionner comme ça. En même temps, tu vois, vraiment, le dépendant affectif, il va se dire si je m'accroche très fort, si je donne tout, si je comble tous ses besoins, si je suis méga disponible, il ne pourra jamais me quitter. Voilà, parce que je serai tellement indispensable. Et l'évitant, lui, il va se dire oui, mais si je garde mes distances, si je reste en contrôle, si je m'attache pas trop, ben, je souffrirai pas. Donc il y en a un qui se dit je vais occuper tout l'espace de la relation, je vais combler tous ses besoins, comme ça il me quittera pas. Et l'autre qui dit ah, bon, moi je veux pas souffrir. Donc c'est pour ça que la petite anecdote en aparté, c'est que il y a eu un livre qui a été écrit Ces femmes qui aiment trop par Robin Norwood dans les années 1980, je crois. Et ils ont essayé d'écrire ces hommes qui ont peur d'aimer. Eux, ils sont partis du postulat qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui aimaient trop et beaucoup plus d'hommes qui avaient peur d'aimer. Bon, c'est vrai, peut-être qu'on est sur du 80-20, mais il y a aussi des hommes qui peuvent lire ces femmes qui aiment trop. Voilà, bon. En tout cas, Il peut y avoir des femmes qui ont peur d'aimer, mais c'est vrai qu'ils ont constaté qu'il y avait 80% de femmes qui aimaient trop, 80% d'hommes qui avaient peur d'aimer, et le reste c'était 20% du sexe opposé. je pense qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans, et puis je pense que ça l'était d'autant plus il y a 40-50 ans. Ouais, c'est vrai aussi. 40-50 ans, peut-être que C'est vrai. la plupart des hommes étaient peut-être très autocentrés, très l'homme, moi, tu vois, un peu même dans une espèce de manque d'égalité des sexes, quoi, de dire moi je suis supérieur, ma femme c'est un peu ma boniche, donc la femme elle faisait tout pour le mari tout le temps et tout ça, et là où le mari lui était très autocentré sur ses activités et tout ça. Voilà, peut-être que ça s'est équilibré différemment aujourd'hui, mais quand même il y a cette grande tendance, parce que vous les femmes vous avez beaucoup cette capacité à vous donner quand même, beaucoup, et que les hommes en étant beaucoup dans le faire, dans l'agir, dans les projets, dans tout ça, bah oui, effectivement, je pense qu'il y a quand même, peut y avoir un décalage. Et en même temps, je pense que des hommes dépendants affectifs, il y en a plein, qui vont trop aimer, qui vont se perdre dans la relation, qui vont en faire trop. Moi, c'était quand même franchement mon cas dans les relations.
j'en faisais des caisses, quoi. J'en faisais trop, par peur d'être abandonné, on en fait trop, on cherche toujours l'intensité, la fusion. Donc, voilà. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a de ça. En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment deux pôles. C'est les deux faces de la même pièce, cette Hum, histoire. Et les deux, il n'empêche qu'il y a un contrôle à lâcher. hum, C'est que ce soit, je vais combler les besoins de l'autre, il y a lâcher le contrôle, que ce soit le contrôle de son propre espace intérieur, de sa propre vie. Et je trouve qu'il y a un leurre, parce qu'on peut aussi souffrir à un moment donné de ne pas avoir aimé. Donc, ne pas aimer, c'est pas se protéger de toutes les souffrances, parce qu'il peut y avoir aussi la souffrance de ne pas avoir aimé. hum. Et voilà, j'apporte ça parce que chez les Vitans, il y a vraiment cette croyance, si je me mouille pas trop, je vais moins souffrir. Mais un jour, tu vas souffrir le fait de ne Ouais. pas avoir aimé, de ne pas t'être mouillé. Voilà. Et c'est une souffrance qui peut être plus violente. Hum, Hein, moi, je vous rappelle qu'à notre mort, on ne regardera même plus nos propres blessures, on regardera les blessures des autres. hum, Non, mais c'est vrai que c'est violent, c'est-à-dire qu'on n'est hum. plus sur ce que j'ai. Parce que là, quand on est dans la. Je le dis parce que ça me semble tellement important. Quand on est dans un travail psychologique, et c'est notre domaine, hein, quelque part, c'est pour ça qu'il y en a qui disent ah, c'est nombrilique. Mais il faut remettre en place tout ce qui est désordonné dans notre nombril pour pouvoir sortir ailleurs, bien sûr. Pour pouvoir en sortir. Mais il n'empêche que dans un travail psychologique, on est sur les blessures que les autres nous ont causées, qu'on essaie de réparer. Et c'est très bien. Je dis pas que c'est mal, au contraire, c'est nécessaire. J'en ai fait mon métier. Mais euh, d'un point de vue spirituel, à notre mort, en fait, on regarde ce que nous n'avons pas fait et ce qu'on a fait aux autres. On n'est plus du tout, nos blessures quelque part seraient presque nos gloires. De Hum. dire voilà, j'ai vécu ça, bah, si c'est offert au Christ bien sûr, hein, si c'est pas pour s'enfermer dessus, c'est ce qui est aussi possible. Donc voilà, c'est hyper important, Hum. cette vérité qui est Ouais. qu'on va souffrir aussi de tout ce qu'on n'a pas aimé. Ça devrait être un bon moteur, en tout cas pour un public catholique, chrétien. Hum. Euh, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Hum. Donc se protéger de ne pas aimer ou de ne pas trop s'investir. Ah bah ouais, d'accord, mais un jour tu vas souffrir un truc plus grand, c'est de ne pas avoir aimé. Et je pense Ouais. que c'est une brûlure encore plus grande. Bien sûr. Et voilà, le dépendant affectif, enfin, le profil anxieux, bon, lui, pour se sécuriser, il a toujours besoin de la relation, en fait. C'est sa stratégie. C'est-à-dire que dès qu'il se sent insécurisé, peur d'être rejeté, pas assez aimé, tout ça, tout de suite, il va s'activer, il va s'agiter. Il va avoir, de toute façon, c'est la problématique qu'il a aussi, c'est toute cette dysrégulation émotionnelle où c'est un peu tout confus les émotions. Donc c'est des gens d'ailleurs, il y a de la logorée, ils parlent beaucoup blablabla, dans tous les sens, ils parlent d'un sujet puis d'un autre et tout. Euh, En plus, des fois c'est compliqué avec eux parce que ils ont une tendance en fait à amplifier le négatif tout le temps. Ça va jamais, c'est jamais bien. Un peu, vous voyez, des gens qui ça râle, ça se plaint. Il y a pas ci, il y a pas ça. Un petit côté un peu victime aussi. Hein. D'ailleurs, dans le triangle de Cartman, ça peut être beaucoup ça. Côté la posture de victime, tu m'aimes pas assez, tu fais pas assez ça et moi j'ai fait ça pour toi, voilà. Et à force de toujours amplifier le négatif et tout ça, ben en fait l'autre il en a marre, il a envie de se barrer quoi. C'est ça, c'est ça cette tendance là. Et mais voilà et puis ça s'inscrit dans cette espèce de fausse croyance existentielle de j'ai besoin de l'autre pour exister quoi, tu vois, au sens vraiment j'arrive pas à exister par moi-même, j'ai besoin du lien. Et à la fois je m'aliène à l'autre d'une certaine manière. En tout cas, ça c'est vraiment la conséquence négative à ça. Bien sûr qu'on a besoin d'être en lien, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'une altérité pour se sentir qui nous sommes, sentir exister. Pour recevoir, je dirais, pour recevoir qui nous sommes. C'est ça. Mais voilà, dans une certaine mesure, le but c'est pas de s'aliéner à l'autre parce que sinon on n'a plus aucune liberté en fait. Et le style évitant, lui. Sa carte du monde, c'est en fait, je dois dépendre de personne, quoi. C'est vraiment ça, c'est d'avoir développé l'autonomie de je peux compter sur personne, puisque oui, généralement, l'évitant n'a pas pu bien compter sur ses parents, pas suffisamment, dans la réponse de mes besoins, dans la reconnaissance de qui je suis, dans recevoir des signes d'affection, peut-être de la sécurité. Du coup, j'ai appris un peu à me blinder, à me dissocier. Se dissocier, ça veut dire se couper hein, de ses émotions, de sa corporalité, de ce qu'on ressent, voilà, on peut dire toute notre humanité, hein, tout ce qui fait notre vulnérabilité, notre fragilité, pour justement développer une forme de force, parce qu'on peut les sentir forts, hein, nous on en accompagne des évitants, des profils évitants, encore une fois, on parle bien de fonctionnement, d'accord, c'est des fonctionnements, c'est des comportements, c'est pas identitaire, c'est pas de l'être.
quelqu'un qu'on pourrait dire qui a des comportements de type évitant, ça se change, ça se travaille, on peut devenir beaucoup plus sécure, hein, développer un style d'attachement sécure acquis, donc qui se développe à l'âge adulte, ça peut tout à fait se faire. Donc on est beaucoup plus dans notre identité, notre personnalité que juste un simple style d'attachement. Mais en tout cas, il y a des fonctionnements, il y a des patterns. Et c'est vrai que ouais, les personnes qui ont un style d'attachement évitant, parfois on peut les trouver très fortes au sens professionnellement, waouh, ils ont atteint un certain niveau. Même au niveau des fois des amitiés, ils ont su quand même développer vraiment un tissu, un réseau social. Parce que pour le coup, ils sont un peu moins... peut-être des fois, ça c'est l'avantage qu'ils ont, ils sont moins borderline d'une certaine manière au niveau des fluctuations émotionnelles que quelqu'un qui a un style d'attachement anxieux, qui va rejouer aussi dans les amitiés, avec une forme de dépendance affective au sein des amitiés. Je dépends de mes amis, je dépends même peut-être de mes parents, qui va transposer toujours ces enjeux affectifs, toujours besoin d'intensité, toujours voir les choses en négatif. Et parfois, c'est difficile de maintenir des liens durables, alors que dans les évitants, moi je vois, il y a des personnes que j'accompagne qui ont su quand même développer des liens durables. C'est plus stable. Ouais. C'est plus stable. Après, ouais, c'est intéressant ce que tu as dit par rapport à le dépendant qui se sent exister que s'il y a l'autre, le contre-dépendant qui se sent exister quand même sans l'autre. Et en même temps, pour faire couple, il faut sentir que la raison est existentielle. Il faut quand même, c'était un prêtre qui avait dit ça, il avait dit, quand j'interroge vraiment ceux qui font couple, c'est parce que pour eux c'est existentiel. C'est lié à leur existence, non pas pour se dire je dépends de l'autre, mais je suis fait pour ça, je suis fait pour la relation, j'ai besoin de la relation, j'ai besoin d'un alter ego, j'ai besoin d'un vis-à-vis. Hein, la cote d'Adam, c'est ça, hein, on tire du côté du cœur, on prend un bout du cœur d'Adam pour lui mettre un vis-à-vis. Et voilà, donc c'est juste pour rebondir sur cette question de l'existentialité, comment trouver cette vérité qui est que non, j'existe même sans l'autre, mais j'ai besoin de l'autre de façon existentielle parce que je suis fait pour ça, parce que j'aime ce vis-à-vis, et non pas pour qu'il me nourrisse, pour qu'il me comble, mais parce que ce vis-à-vis fait de moi un homme, fait de moi une femme. Je pense pas qu'on devienne femme ou homme comme ça tout seul. Bien sûr. Mais je pense qu'en effet, c'est la relation qui nous construit en tant qu'homme et femme. En plus, suivant le conjoint qu'on a, ça nous construit d'une façon, voilà, c'est relatif. Hein. Mais on se construit beaucoup plus dans notre identité sexuée par rapport à un alter ego. Bon bref, c'est juste pour rebondir sur ça parce que c'est vrai qu'il y a cette question de l'existence, de ce qui est existentiel. Profil anxieux, profil évitant. Pour comprendre un petit peu le dialogue dysfonctionnel qui va se mettre en place en fait. Vous allez voir, ça va déconner, ça va dissonner. C'est-à-dire que, admettons, prenons l'anxieux. L'anxieux, d'un coup, il y a un truc qui lui convient pas dans le couple. Il a été un peu blessé, il a été déçu, il y a une maladresse de l'autre ou je ne sais quoi. Ça y est, l'anxieux, il commence à s'activer dans son système, il commence à être un peu insécure, et donc lui, il va vouloir régler ça. Comment il veut régler ça, l'anxieux? Il faut qu'on en parle, il faut qu'on aille dans le lien, il faut qu'on aille dans la relation, il faut qu'on parle des émotions, il faut qu'on dise ce qui s'est passé. Voilà, faut vite que je règle le problème dans le lien à l'autre. Donc tout de suite, j'ai ce besoin impérieux du lien, de la relation pour régler le problème. Là, il faut qu'on en parle, ça va pas du tout, il faut qu'on règle ça, il y a un désaccord, il y a un conflit, je sais pas quoi, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Ok, ça c'est le fonctionnement de l'anxieux. Il fait ça à l'évitant. Sauf que l'évitant, qu'est-ce qu'il voit d'un coup? Il voit, oh là là, l'autre il veut être en lien plus, très très proche. En plus, il veut gérer un conflit, il y amène de l'émotionnel. Moi, je sens que ça se trouve, je vais souffrir. L'autre, il est en train de m'envahir. Oh là là, ça me prend la tête. Moi, j'arrive même plus à maîtriser les émotions que ça me fait vivre. Ça m'active, ça me rend très insécure dans la relation. Je commence vraiment à être insécurisé. Ça me fait peur, en fait, cette situation-là, à résoudre ce problème. Et moi, mon fonctionnement, c'est pas de faire comme l'anxieux, de dire oui, vas-y, on se pose, on en parle. C'est de mettre tout ça à distance. Mettre ça à distance, ça veut dire limite minimiser les émotions, ce qu'on ressent. Donc on se dissocie, on se coupe un peu des émotions, mais du coup aussi on vient nier les émotions de l'autre, ou ce qui s'est passé, ou ce qu'il a vécu, ou ce qu'il a ressenti. Vous voyez, c'est un peu, hop, on met la main comme ça, on reprend une distance, on se coupe soi-même peut-être même de ce que c'est en train de nous faire vivre. Voilà, là, qu'est-ce que ça me fait vivre quand j'entends l'autre me faire des reproches, des remarques, être en colère et tout ça. Et moi, mon fonctionnement, c'est à ce moment-là de remettre de la distance et de m'éloigner
dans le lien, de remettre de la distance, donc être dans une forme de fuite, d'évitement, hein, comme son nom l'indique, c'est le style d'attachement évitant. Voilà, je me coupe peut-être déjà de moi-même dans le lien à moi-même, je me dissocie, je suis beaucoup dans la mentalisation, la digitalisation, mais je suis pas dans ce que je ressens, dans mes émotions, dans ce que... Ok, comment je me sens quand tu dis ça? Voilà, je suis pas du tout là-dedans. Voilà, et en fait, ça va être ça la danse. Et en fait, l'anxieux, il va voir l'évitant qui va dire non, il s'est rien passé, qui va rationaliser, ou qui va s'éloigner, ou qui va dire je suis pas disponible, ou qui va rester distant malgré la discussion. Et en fait, ça va activer l'anxieux. L'anxieux va activer l'évitant. Et en fait, là, c'est un peu, à ce moment-là, c'est un dialogue de sourds, parce qu'on rentre dans des fonctionnements et des mécaniques, où en fait, bon, faut savoir qu'à ce moment-là, on est activé par notre système nerveux, par, on va dire, pour le dire comme ça, notre cerveau reptilien, qui lui, son but, c'est de nous faire survivre et nous éviter de souffrir. Son seul but à notre système nerveux, c'est pas notre épanouissement, notre bonheur, la croissance de notre couple, pas du tout, du tout, du tout. C'est de maintenir la survie. Voilà. Et survie, on n'est plus en mode l'homme primitif, il y a un tigre, il y a un loup, je vais me faire bouffer. Mais c'est possiblement, je me sens en danger dans cette relation face à l'autre. Et donc, je vais réagir comme si j'étais en danger, comme si j'étais face à un tigre. Et là, ben, je vais activer tout mon système défensif, hein, quelque part, à devenir un peu... alors, l'anxieux, il devient... il y a une thérapeute, là, Florentine Dolnoy, qui parle du Brutus. Mais je crois que d'ailleurs, même je crois que ça nous vient de l'imago, ça, le Brutus, je crois. Mais en tout cas, voilà, on devient dur, tyrannique, et voilà, on va pas arriver du tout à se comprendre. Donc ça, c'est une mécanique qui se passe, c'est une danse, hein, qui se passe vraiment entre l'anxieux et l'évitant. Et donc, pour sortir de tout ça, ce serait d'en arriver à se dire, oui, j'ai peur soit que tu m'abandonnes, j'ai peur soit que tu m'envahisses, mais j'ai besoin de toi. Hein, cette idée vraiment d'avoir un besoin existentiel de l'autre. C'est différent de j'ai besoin de l'autre pour exister, c'est j'ai besoin de toi pour m'accomplir en tant qu'homme, en tant que femme, pour grandir. Et j'ai besoin de toi, même si en effet tu pourrais me faire du mal, et sans doute ça va arriver, mais je choisis quand même de t'aimer. Et cette notion de je choisis de t'aimer parce que j'aurais aussi mal de ne pas le faire en fait. Bien sûr, hein, je mets de côté tout ce qu'on dit d'habitude, vérifier le projet, l'engagement, oui. Qu'est-ce que l'autre veut. Oui. Bon, j'espère que vous nous avez déjà entendu sur ce thème pour pas prendre ça, prendre que ça. Souvent, on parle qu'en amont, il faut demander à l'autre s'il veut se marier, voilà, que ça colle au niveau projet amoureux et projet de vie. On ne se lance pas comme ça en disant « Ah bah, j'ai envie de t'aimer très très bien ». Non, non, il faut que ça colle vraiment sur vos projets pour le futur. Donc sortir de cette dynamique, qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer comme outil parce que voilà, maintenant on a compris, on a fait le tour, on a décrit ce qui peut se passer avec plus ou moins d'intensité. Donc, on ne transforme pas l'autre, hein, on ne change pas l'autre. Hein, l'évitant ne va pas devenir d'un seul coup un chaud caliente, le chaud caliente ne va pas devenir un frigo. Hein. Donc il sera pas, l'évitant ne va pas devenir ultra présent, démonstratif, ça c'est clair, et le dépendant affectif ne va pas d'un seul coup être hyper stable émotionnellement, sans volatilité. Donc si ça ne marche pas comme ça, comment on fait bien sûr, il faut travailler, on l'a dit, hein, sur ces blessures d'attachement. Donc accepter vraiment que l'autre aussi, il est ce qu'il est, et travailler sur ces blessures d'attachement, chacun individuellement, se sécuriser lui-même, faire un travail sur soi en thérapie, prendre un tiers extérieur pour soi-même. Et je pense aussi qu'à un moment donné, c'est faire un point avec un tiers pour le couple, pour créer cette relation. Ouais, ce lien, cette passerelle. Je pense que là, chacun dans leur coin, en thérapie, ça ne va pas créer cet espace du couple. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, bien sûr. En tout cas, parce que là, on aborde les pistes et les chemins d'évolution. Et c'est quoi qu'il y a à faire? Parce que soit on le voit comme « Ah mince, l'autre, il ne me correspond pas, ça ne va pas aller ». Parce que ce qu'on vous a décrit là dans les crises que vous allez traverser, ça va être des crises. Mais les crises, c'est toujours quelque chose de salutaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Une crise, c'est pour amener quelque chose de nouveau,
une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle conscience des choses. Donc la crise, elle est toujours salutaire dans un couple, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait? Soit la crise, on le voit comme quelque chose de négatif qu'on veut s'éviter, s'épargner, et auquel cas même, on va pas faire le travail qui nous est à ce moment-là proposé, que la vie nous propose, que la relation nous propose, et puis on va se séparer. Ou alors on se dit, ben non, de toute façon, je me suis engagé dans ce processus, l'autre aussi, donc on va faire ce qu'il faut. Ça va peut-être être difficile, douloureux, on va devoir se remonter les manches, on va devoir être patient parce que ça prendra du temps, mais on va faire le travail. Donc, quoi faire face à ces difficultés, à ces crises? C'est là où quelque part aussi, chacun est un petit peu l'antidote de l'autre. Parce que l'anxieux, il faut qu'il apprenne vraiment à s'autonomiser. L'anxieux, il ne faut pas que dès qu'il ait peur, il cherche toujours à se raccrocher à des branches, que ce soit l'autre dans la relation, ou maman, ou ma meilleure amie, ou ma psy. Voilà, il faut qu'il apprenne aussi à développer une forme d'autonomie, qu'il apprenne à s'autoréguler, à se réguler émotionnellement. Quand il commence à s'activer, à être un peu trop agité, insécurisé, ah j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur d'être rejeté. Voilà, qu'il apprenne vraiment à descendre dans ses émotions, pas tout de suite en réaction, descendre, réguler ses émotions, apprendre à s'apaiser, mais tout seul. Voilà, faut qu'il développe plus d'autonomie, qu'il cherche pas toujours la solution à l'extérieur et chez l'autre. Ça, c'est vraiment le gros travail que doit faire l'anxieux, hein, ou on pourrait dire le dépendant affectif, c'est gagner en autonomie. Chose que c'est très bien faire, l'évitant. Voilà. Donc ça, c'est une des choses que je donne, c'est, voilà, je m'autonomise, j'apprends à être plus dans la régulation émotionnelle, j'apprends aussi, il y a un travail aussi de mentalisation, si je peux dire. Comme j'ai dit tout à l'heure, il voit toujours tout en négatif, donc il accentue le négatif et il minimise le positif. Faut qu'il apprenne à beaucoup plus relativiser. C'est pas blanc, c'est pas noir. C'est pas tu m'aimes jamais, c'est jamais comme ça. Non, on va commencer à mettre de la nuance, à beaucoup mieux mentaliser, à savoir prendre du recul, à voir les choses telles qu'elles sont et pas toujours voir les choses de manière binaire, blanc et noir. Voilà. Donc ça, c'est pour l'anxieux. Pour l'évitant, eh ben, il va falloir qu'il aille beaucoup plus dans les émotions, qu'il arrête de fuir. Donc il y a aussi un travail d'une certaine manière de régulation émotionnelle, au sens je régule aussi mon système nerveux pour pas toujours être dans le mécanisme de la fuite. Là où finalement, l'anxieux, il est plus souvent dans la confrontation. Il va vraiment aller chercher la relation. L'évitant, il est soit dans la suite, soit dans la fuite, soit dans la sidération. Donc l'évitant, c'est vraiment à un moment donné. J'accepte de rester dans la relation. J'arrête de vouloir m'éloigner, mettre de la distance. Je reste dans la relation, je reste dans le lien à l'autre. Je régule mes émotions, en tout cas, je régule mon système nerveux. Je descends beaucoup plus dans mes émotions. J'exprime beaucoup plus mes émotions. Voilà, je reste dans le lien, je reste dans la proximité à l'autre. Voilà, et j'accepte que d'une certaine manière, oui, je dépends de l'autre et l'autre dépend de moi. On accepte un peu ce lien de dépendance, de pas rechercher toujours tout de suite, hop, je retrouve mon indépendance. Ah, je retrouve mon autonomie. Moi, il n'y a pas de problème, l'autre, il me saoule. Non, non, vous devez avancer ensemble, c'est votre travail à tous les deux. Voilà. Et du coup, l'évitant, il peut amener ça d'une certaine manière à l'anxieux, parce que l'évitant, il sait se réguler, être plus autonome, chose que doit apprendre à faire l'anxieux. Et l'anxieux, il va dire à l'évitant, allez, on descend un peu, on va dans les émotions, parce qu'il faut y aller, il faut en parler, il faut de la proximité. Voilà. Donc, en fait, chacun, d'une certaine manière, chacun, de manière encore une fois très inconsciente, c'est un peu l'invitation qui est faite inconsciemment, si on se donne la main, sauf qu'au début, on le voit comme, mais non, ça va pas, on n'arrive pas à se donner la main. Et en fait, il y a vraiment ce travail de collaboration à faire, parce que chacun détient l'antidote de l'autre. Chacun détient ce que l'autre doit faire et mettre en place. Encore une fois, un anxieux doit devenir plus évitant, un évitant plus anxieux. Et là, ça va réguler, ça va beaucoup plus équilibrer. Et voilà un petit peu ce que je peux dire sur des pistes d'évolution. Concrètement, l'anxieux, il s'enflamme tout le temps dès qu'il a de l'émotionnel. Il part dans tous les sens, il s'agit dans tous les sens et tout ça. L'évitant, il a appris à être, on tempère, limite trop dissocié, mais il y a un truc, il y a eu un conflit. C'est pas, il se coupe toujours des choses. Mais en fait, quelque part, quand l'anxieux il voit l'évitant faire ça, c'est ce que l'anxieux il doit apprendre à faire. Il doit avoir cette part-là de prendre du recul, être moins dans l'émotionnel et peut-être plus dans le mental, plus rationalisé, prendre du recul. L'évitant, il le fait ça. Il le fait beaucoup, peut-être beaucoup trop. Donc c'est dans ce sens-là, c'est que chacun va incarner une part de ce que l'autre doit développer, des compétences que l'autre doit développer, une attitude. En fait, tu veux dire qu'ils peuvent se transmettre des compétences. Le contre-dépendant va lui donner son recul, sa réflexion, ce qui va peut-être aider le dépendant à voir les choses différemment. Et le dépendant va peut-être aussi lui donner son analyse, sa manière de vivre les choses, qui va peut-être un peu
aider le contre-dépendant à descendre dans ses émotions. c'est ça. Ok. Mm. Ok. Il n'empêche que là, tu es en train de dire qu'il faut que les deux fassent le boulot. S'il n'y en a qu'un, ça ne marche pas. Mhm. Il faut vraiment que les deux soient investis dans ce travail. Et effectivement, il y a deux possibilités. C'est soit ils y arrivent, soit ils n'y arrivent pas. Soit ils y arrivent, ils s'en sortent et ils trouvent ce bel équilibre, en fait. C'est-à-dire que chacun accepte de recevoir de l'autre ce qu'il lui apporte. Parce qu'il peut y avoir le contre-dépendant qui dise non, moi j'ai pas envie de descendre. Il peut y avoir le dépendant qui dit ah non, moi j'ai pas envie de me calmer. Donc voilà, est-ce que chacun est prêt à recevoir ce que l'autre amène, donc à changer de monde, et peut-être qu'ils vont avoir besoin d'aide pour accepter le monde de chacun. Et si ça ne fonctionne pas, effectivement, ça veut dire qu'il y en a un qui ne veut pas bouger, ou les deux, et ce serait accepter beaucoup de souffrance. Là, ce serait endurer la souffrance. Et l'amour, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément endurer la souffrance, c'est plutôt la travailler. Je pense qu'on n'est pas... L'amour, c'est pas encaisser, c'est travailler la douleur pour la transformer en amour. Et si c'est pas possible, en effet, la relation, elle est compliquée. Non, c'est juste pour aussi remettre les choses en perspective. Ouais. Il se peut que l'autre ne bouge pas, il se peut que ce soit trop de souffrance. Oui, alors, ce que je peux dire par là, c'est que, bon, de toute façon, on a toujours soi-même sa part de responsabilité. De toute façon, dans un couple, on ne peut pas faire la part de l'autre, on peut faire que sa part. Donc, quand même, moi, c'est ce que je dis toujours aux gens que j'accompagne. On aimerait toujours que l'autre fasse de la thérapie, et s'introspecte, et fasse ce que nous, on fait. Mais là, c'est déjà d'avoir un projet pour l'autre et une intention pour l'autre. Déjà, à nous-mêmes, déjà, de nous demander vraiment, en honnêteté radicale, est-ce que je pense que je fais du mieux que je peux vraiment, et je m'engage et je me responsabilise face à ce que je vis. Parce que c'est quand même facile de dire le problème c'est l'autre et de se plaindre et tout ça. Donc pour moi, si déjà moi-même j'arrive à réguler ce que ça me fait vivre, mon système nerveux, ma posture, je gagne en autonomie, forcément je serai mieux positionné dans la relation. Et possiblement qu'en étant mieux positionné, si moi quelque part je suis moins activé dans mon système nerveux, je permets même d'une certaine mesure, accueillir l'autre, même quand lui il s'active dans son système nerveux. Si moi ça me touche pas à ce moment-là, je vois ce qui se passe pour l'autre. Il est en train de s'activer, sa blessure, son fonctionnement habituel, je le connais par cœur. Il s'active. Mais moi je suis pas activé à cet endroit-là. Je vais pouvoir en fait tendre la main à l'autre pour lui permettre de redescendre, d'accueillir ce qui se passe pour lui. Et du coup on reste en lien. C'est là où on n'arrive pas à le faire, c'est quand les deux sont activés, quand les deux s'appuient un peu sur nos mécanismes de défense. Donc je pense que malgré tout, on peut finalement beaucoup accompagner, individuellement, s'il y en a déjà un des deux qui bouge, qui fait le travail, je pense que vraiment, on le dit souvent, mais celui qui est censé être le plus avancé à un moment donné, qui réussit mieux, qui peut plus facilement à ce moment-là aider. Et je pense que le couple, c'est un peu ça. Par moment, on va s'aider, par moment, tu vas plus m'aider dans ma difficulté, moi je vais t'aider. Le couple, c'est aussi ça, en fait. On s'aide et on s'édifie l'un et l'autre. Par contre, c'est sûr que quand moi-même, je suis fragilisé, je suis déjà dans une difficulté personnelle, je vais avoir du mal à rester en lien avec toi. Parce que déjà, moi, j'essaie de gérer déjà ce que je vis dans mon vécu. Maintenant, effectivement, ça va toucher ses limites à un moment donné. Parce que si l'autre, il n'y a jamais de remise en question, si l'autre, il est évitant et qu'il veut jamais descendre dans les émotions, qu'il est toujours à nier les émotions, qu'il s'implique pas dans la relation, qui rationalise tout, qui est toujours dans sa tête et qui en plus qui est loin dans la relation, tu vois, qui va pas dans la relation. Parce que là aussi, moi j'ai un peu parlé des crises du couple, les crises quand il va y avoir des conflits, des désaccords, mais il y a aussi ce qui va se vivre au quotidien. Dans le quotidien, je dis bien dans le quotidien, l'anxieux, il veut quand même de la proximité avec l'autre, il veut parler des émotions, il veut être en lien, il veut que ça soit intense. Là où l'évitant, il veut que ça soit tout calme, tout cool, qu'il ait de la tranquillité, qu'il ait des espaces pour lui. Et ça, en fait, au quotidien, tu vois, dans le quotidien d'un couple, en fait, ça va commencer à générer des frustrations, des blessures, des besoins non nourris. Voilà. Et c'est là où après, il va y avoir des crises. Et là, boum, tu vois, il y a la crise qui arrive, alors qu'en fait, ça fait un moment. Des fois, il y a des couples, anxieux évitants, où en fait, si tu veux, par exemple, ça fait des années, tu vois, qu'ils n'arrivent pas, en fait, à se caler sur le même niveau pour communiquer, pour s'entendre. Et puis à un moment donné, ça va faire vraiment une crise importante du couple en fait. Ah ouais, non, c'est à double tranchant. Hein. C'est soit ça avance, soit c'est beaucoup de souffrance.
Mm. Voilà, moi c'est comme ça que je conclus. C'est soit le couple trouve une façon de s'équilibrer et chacun s'ajuste, soit il y en a un qui reste figé et l'autre, même s'il amène des éléments nouveaux, il se peut que l'autre ne change pas. Bon, je suis peut-être plus Ouais. pessimiste que David, mais j'inclus ça aussi parce que il y a peut-être une croyance qu'on peut avoir, comme si l'amour, ce serait d'endurer la souffrance, d'encaisser. Mm. Et moi, j'en ai fait les frais et je me suis rendu compte que non, en fait. Non. Non. Ouais, l'amour, c'est... Mm. Il y a la lapidation et il y a la croix. La lapidation, ça sert à rien. La croix, oui, ça fait grandir. Ouais. Donc, il y a vraiment ça à comprendre, Ouais. à mon sens. Et, à avoir cette présence d'esprit, de se dire, voilà, moi, je sais que je peux... Enfin, cette responsabilité, cette présence d'esprit, moi, je sais que je vais travailler sur ça, je sais que je vais prendre ma part, je vais me responsabiliser. Et est-ce qu'en face, j'ai quelqu'un qui est aussi capable de cette Bien sûr. évolution? Bah, en fait, je pense, on en reviendrait au projet un petit peu, mais c'est-à-dire à quoi on s'est engagé ensemble. Et c'est sûr que si dès le départ, on se dit, on a la même vision, que le couple, c'est grandir ensemble, guérir ensemble, et que dans ce grandir ensemble et guérir ensemble, ça veut dire que on va traverser nos blessures, ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir de la souffrance, que l'autre va nous décevoir, que l'autre va pas savoir répondre à nos besoins, tout ça, et qu'en fait, on est lucide sur ce qu'est le couple, sur ce que ça implique le couple. Vraiment, on a une compréhension fine de ça, et qu'on s'engage tous les deux à faire ça. Je dis pas que ça va être facile, mais ça veut dire que le présupposé de départ, il est le même. Et quelque part, la vision et la compréhension, elle est la même. Et donc, quelque part, on s'engage à la même chose ensemble. Grandir ensemble, évoluer. Voilà, on sait qu'on va tous les deux toucher nos blessures. On a peut-être conscience de nos blessures. On a peut-être conscience de nos styles d'attachement. C'est pour ça que moi, tu vois, dans le programme, que ce soit comprendre son style d'attachement, son fonctionnement psycho-affectif, ses blessures d'attachement, comment ça se joue. Moi, je leur donne ces clés-là parce que pour moi, ils ont besoin de les connaître. C'est tellement important de connaître ça pour vraiment avancer dans le couple, pour résoudre les conflits, les difficultés, et voilà. Et aussi d'expliquer ce qu'est le couple. Vraiment, de dire le couple, c'est pas juste ouais, on est heureux, on s'aime, on partage ensemble, on se soutient. Oui, mais d'un point de vue psychologique, voilà ce que ça va nous faire, même d'un point de vue spirituel, voilà le chemin du couple, voilà ce qu'est le couple, voilà ce que ça implique le couple. Parce qu'encore une fois, je pense que si j'ai déjà le mode d'emploi, à peu près, quand je dis le mode d'emploi, on découvre, hein, mais de ce qu'est le couple, c'est beaucoup plus facile, quelque part, d'accepter la réalité qu'on va vivre, que si on s'y est pas préparé, en fait, on va se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, ça devrait pas être ça, c'est pas normal. Et là, possiblement, on va passer à côté de l'invitation et de l'opportunité qu'on a à ce moment-là de grandir individuellement et au sein du couple. Non, non, mais c'est ça, hein. C'est vraiment ça. Alors là, si on parle à des célibataires qui commencent un début de relation dans ces conditions-là, voilà, on vous a donné, je pense, toutes les clés, enfin, du maximum qu'on puisse, pour évaluer, discerner, voir vraiment la personne, son état d'esprit, sa capacité à se remettre en question, à évoluer. Moi, ce que je vois, c'est que quand même, dans le tempérament anorexique, c'est peut-être une croyance que j'ai par rapport à mon vécu et par rapport au livre Ces hommes qui ont peur d'aimer. Il faut savoir, ah oui, j'ai pas fini mon histoire, il faut savoir que pour écrire ce livre, Ces hommes qui ont peur d'aimer, les hommes ont commencé à témoigner et après ils n'ont plus répondu. Donc je trouve que avec l'évitant, et je le dis pour justement peut-être m'adresser aux évitants, il y a un écueil, c'est rare que je dise faites attention, mais il y a vraiment un écueil, c'est vraiment vous disparaissez. Ils sont aussi capables d'anesthésier la douleur, d'anesthésier la souffrance et de se dire Se vas-y, coupe. Ouais. je m'en fous de cette relation, je disparais, sauf que l'horloge elle tourne pour l'autre, pour vous. Donc, moi je suis un peu pessimiste parce que dans mon histoire, c'est ce que j'ai vécu. J'ai vu, voilà, j'ai aimé des hommes très bien, sauf qu'ils étaient évitants et on n'était pas dans le même rythme. Et ils n'étaient pas dans la même temporalité. Et ça, on n'y peut rien, à part si eux, ils en prennent conscience. Et vraiment, dans le livre, ces hommes qui ont peur d'aimer, il y a écrit, nous sommes désolés, nous allons un peu broder, parce que au bout de 2-3 entrevues, ils n'ont plus voulu communiquer. Ils n'ont même pas expliqué qu'ils ne voulaient plus communiquer. Ils n'ont même pas
expliqué la blessure qui touchait. Ils ont fermé. Ouais. Donc moi, je suis assez je sais pas, perplexe par rapport à ça. C'est vrai, ils ont vraiment une capacité de tout fermer et de continuer la vie comme si de rien n'était. Et donc là, c'est rare que je dise attention, c'est plutôt toi. Oui, Moi, je mais dis c'est là. attention, c'est très rare, mais là, je dis un gros Mais warning. c'est là où. Parce que vous êtes vraiment capable de vous cacher des choses et là, vous vous sabotez. C'est-à-dire que oui, vous êtes tranquille, mais c'est une fausse tranquillité. Quoi. Mais c'est là, et merci de le rappeler pour eux, et je pense que c'est très juste. C'est là où il faut rappeler que, attention, parce qu'en ayant ce fonctionnement-là, d'évitant, c'est peut-être ce qui fait que les années sont en train de passer, que vous n'arrivez pas à construire, que vous ne faites pas le travail, vous engagez pas vraiment. Dès qu'il y a des difficultés, des conflits, des désaccords, de je sais pas quoi, vous avez tendance en fait à fuir, à vous éloigner. Après, avec une forte tendance aussi à l'idéalisation, on fantasme, on se raconte des histoires, on se projette, on s'imagine des choses. Voilà, ça là-dessus, ça fonctionne bien. Mais en fait, à force de pas faire le travail, ben, le problème, c'est que votre vie défile, vous perdez des années, c'est du très 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 classique. Quelque part, le style attachement anxieux, il vit des relations. Des fois, elles sont dysfonctionnelles, elles sont chaotiques. Les relations te font avancer parce qu'en fait, comme il se prend ses émotions dans la gueule, à un moment donné, il va en thérapie. Que l'évitant, il ne les prend pas dans la gueule. Oui. Pourquoi il ira en Il thérapie? descend pas, en tout cas, l'évitant, le problème, c'est que, à un moment donné, tout travail nécessite de descendre dans ses émotions profondes. On a un vrai travail, toujours, corporel, avec les émotions. Il faut descendre dans ses émotions, dans son corps, dans ses ressentis. On est des êtres incarnés. Tout ce qu'on a vécu dans notre histoire, c'est dans notre corps. C'est pas juste là, dans la tête. Alors oui, d'une certaine manière, il y a des autoroutes neuronales et tout ça. Il y a des habitudes et des schémas de pensée. Mais il y a aussi vraiment des schémas psycho-affectifs, émotionnels. Il faut descendre dans ses émotions. Et tant qu'on ne fait pas ce travail, et quelque part, une relation, c'est une opportunité pour faire ça. Je suis blessé, je souffre, l'autre il fait pas ci, l'autre il me blesse, l'autre... Oui, mais en même temps, c'est une vraie opportunité à ce moment-là de se mettre au boulot, de se mettre au travail. Il faut le faire, enfin, si possible, j'aime pas les il faut, attention, Le tout ça, plus mais tôt possible. le plus tôt possible, parce qu'après c'est verrouillé. Hein. Non mais c'est terrible, on a des gens à 60 ans, ils pensent qu'ils sont en 28. Parce qu'à 28, ils n'ont pas eu 28 en fait. Ouais. Ils se sont fermés Et à en leurs même temps- émotions. Et ça, alors, franchement, les évitants, c'est les champions de se retrouver sur un site de rencontre et être persuadés qu'une Ukrainienne, une Brésilienne est fou amoureux d'eux. Non, mais c'est vrai, moi j'en ai eu. Et ouais, ils s'inventent une histoire et je lui dis, ouais, d'accord, mais elle va venir pour quelle raison en fait Ouais. Voilà. Donc, c'est confortable après de s'imaginer avec un petit, comment on appelle ça, monde, comment on appelle ça, enfin une relation virtuelle qui passe par le virtuel, de s'imaginer qu'on vit quelque chose. Après, généralement, ça les perturbe tellement émotionnellement que là, moi j'en ai eu qui viennent en séance en se disant ah, je suis en relation via un site de rencontre avec telle personne, on est en couple depuis 6 mois, ils se sont pas vus, la nana elle est brésilienne, tu te dis elle veut les papiers, elle veut quoi enfin... Donc, Et en même temps- j'en ai eu des comme ça. Non, mais J'entends, il chérie. faut vraiment le dire. Faut le dire, et je vais juste apporter une nuance. Faut le dire. Il y a un travail à faire. Faites-le dès que vous avez un peu conscience de ça. Tant qu'on n'a pas conscience, on peut pas le faire. Mais là, si vous êtes encore jeune et vous entendez ça, ne vous dites pas que vous avez 10 piges devant vous. Commencez à le faire dès demain. Donc ça, c'est pour les gens qui entendraient ça et qui auraient cette prise de conscience. Et pour les gens qui se diraient « Oh purée, mais j'entends parler de ça et j'ai 40, 50, 60 ans. » Allez-y, il est jamais trop tard. C'est le meilleur moment pour commencer, c'était peut-être hier, mais le deuxième, c'est aujourd'hui. Vous faites des peak states. Il est jamais trop tard. On peut toujours bosser, on peut toujours avancer. Oui, ça sera peut-être plus difficile, plus long, il y aura plus de résistance à un certain âge, mais peut-être que c'est le moment où vous êtes prêt. Peut-être si vous entendez ce qu'on dit aujourd'hui ou cette vidéo, c'est que vous êtes prêt ou prête. Et donc voilà, il est jamais trop tard. Mettez-vous au boulot et de toute façon, voilà, vous pourrez toujours avancer, évoluer. Donc voilà, je crois que... Je finis sur 2 choses me concernant. Voilà, si vous êtes indépendant affectif, c'est vrai que moi je dis regardez à 2 fois si c'est un évident. Voilà, parce que vous pouvez vraiment perdre beaucoup de temps. S'il est vraiment en plus trouillard, enfin voilà, vous pouvez perdre beaucoup de temps et il ne s'agit pas d'être avec quelqu'un qui s'enfuit dès que vous êtes enceinte, tu vois, enfin voilà, ou dès que vous accouchez, hein, j'ai entendu des histoires comme ça. Donc voilà, soyez vigilants quand même, la prudence est la mère des vertus, comme on dit. Voilà, regardez à 2 fois. Si la personne elle est en capacité, si c'est pas trop challengeant pour elle aussi, parce qu'après il y a des enfants, il y a tout ça, donc voilà, prenez soin de vous. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, j'aime cet homme, mais j'aime aussi mes projets, j'aime aussi l'avenir qui peut s'ouvrir devant moi. Donc,
Oui, d'accord, je l'aime, mais je m'aime encore plus et j'aime mes projets, j'aime ce que je peux construire. Donc je trouve que voilà, l'amour doit se déplacer pour à un moment donné s'occuper de soi et se dire waouh, mais c'est tellement beau quand ça va se réaliser. Je suis plus attachée à cette réalisation que, que cette personne. Voilà, quoi. De toute façon, on s'aimera tout, on s'aime tous dans le Christ. Hein, voilà. Et un autre écueil aussi, dépendant affectif, vigilance, prudence, bien vérifier, on vous a donné les clés. Et vraiment, je vous donne un petit truc comme ça pour les contre-dépendants, les gens qui ont plutôt une tendance à l'évitement. Allez chercher votre feu intérieur. Là, pour le coup, tout ce qui est dans le coaching, qui active le feu intérieur, qui met dans une énergie plus haute, je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. Ça réveille, ça remet de la chaleur à un endroit où peut-être vous n'avez pas assez chaud pour vous dénuder émotionnellement. On enlève ses vêtements quand on a chaud. Et je pense que les émotions, c'est un peu pareil. Il va vous falloir trouver des contextes comme ça, soit des hauts niveaux d'énergie, soit des contextes très chauds émotionnellement, très, très chaleureux, des ambiances très, voilà, très chaleureuses, plein d'amour. Et là, vous allez ôter votre carapace, ôter votre surcouche. Voilà, on se dénude que quand on a chaud, hein, tout simplement. Voilà. Mais pas dans un contexte subi avec quelqu'un qui attend de vous, un dépendant affectif qui est en mode rassure-moi. Dans un contexte serein, calme, chaleureux. À vous de jouer, à vous de trouver. Je dis ça, je dis rien. Et à bientôt. Et laissez-nous des commentaires, likez, partagez, insultez-nous, tout ce que vous voulez. Mais mettez des commentaires. Allez, à bientôt.